parti. Bonsoir, la Midrashet Yehuda Manitou est très heureuse d'accueillir ce soir le Rav Avner Azout. Avner est venu en Israël, il a fait ses études au Technion, il est ingénieur, donc comme beaucoup de nos intervenants, je dois dire. Et tout naturellement, bien sûr, il a ensuite, il s'est approché du Rav Zini, hein, le Technion, c'est le Rav Zini. Il a fait son rabbinat et il dirige aujourd'hui le programme Massa, c'est-à-dire le programme, si je ne me trompe pas, des Français à la Yeshiva du Rav Zini. Et il va nous parler ce soir de tout Bishvat. Avner, bavakasha. טוב, אז ערב טוב לכולם, merci beaucoup Madame Blia, merci Johan, c'est באמת un honneur ce soir d'intervenir dans votre midrasha. Je remercie aussi la famille Cohen, c'est par l'intermédiaire de la famille Cohen que c'est comme ça qu'on a fait le lien. Et j'ai pas eu le mérite, comme beaucoup ici d'entre vous, de connaître Manitou. Et j'ai eu quand même, je voulais quand même, Zichrono Livracha, je voulais quand même raconter que mes parents, Baruch Hashem, qui l'ont connu et qui étaient vraiment ils étaient proches, ils aimaient beaucoup Manitou. J'ai connu un tout petit peu Manitou. Une fois, il était venu à la maison quand j'avais 5 ans, ça je me rappelle encore parce que ça nous avait marqué en tant qu'enfant. Il était venu manger un repas de Shabbat à la maison. Donc à l'époque, on ne se rendait pas compte du zéchout que c'était. Et on va Be'ezrat Hashem ce soir à travers une étude de quelques Mekorot. Merci Johan c'est-à-dire de les halot otav. Et on va voir, et si Dieu veut, cette notion de Tou Bishvat, qui est une notion très particulière. C'est une fête qui n'est pratiquement pas mentionnée dans les textes, dans les Mekorot, dans les sources. On connaît la date de Tou Bishvat, effectivement, elle est mentionnée dans Masechet Rosh Hashanah. En tant que date ilchatique, agricole, comment faire les Trumot, comment faire les Maasrot, mais sans plus. En tant que fête, en tant que le fait de manger des fruits, et le fait de cet attachement et de rappeler cet engouement et cet attachement à Eretz Israël, c'est quelque chose de relativement, on va dire, relativement plus tard dans l'histoire et au niveau de la halakha. Et on va voir, si Bezat Hashem, ce soir, deux points importants. Le titre du shiur, comme on me l'a demandé, Tou Bishvat, l'au-delà de la nature. On va se rendre compte que Tou Bishvat, on va comprendre le sens caché de Tou Bishvat. Pourquoi Tou Bishvat n'est pas clairement mentionné comme la fête de Purim ou comme la fête de Hanouka? Pourquoi on ne rappelle pas clairement qu'il faut manger des fruits et qu'il y a on peut dire, tout un seder de Tou Bishvat qui, aussi bien dans les communautés ashkénazes, séfarades, et bien entendu, ces dernières générations, ça s'est répandu aujourd'hui. Il y a plus de, on peut dire, il y a plus de une communauté qui ne fête pas cette fête. Mais on va voir, on va essayer de comprendre le pourquoi du sens caché de la fête. C'est une des seules fêtes, si je ne me trompe pas, où on la fête, mais elle n'est pas mentionnée, comme on vient de le dire. Et pour cela, on va d'abord voir le premier makor. Le premier makor, c'est tout simplement où, dans la Torah, où on voit le mois de Shvat, où le mois de Shvat est rappelé. Alors, au premier accord, merci Johan. J'ai, va venir, j'ai pas du numéro un 2 3. Alors, il faut que tu me dises, c'est Dvarim, c'est Ktav Kabbalah, qu'est-ce que... C'est tout au début, Devarim, Devarim Perek Aleph, c'est tout. C'est Yofi, Animal Aidze. dans l'ordre. Toda Rabba. C'est bon, vous l'avez? Mais Rabot, ça va apparaître, tu peux commencer. C'est parfait. Donc, si on fait attention, au début du livre de Devarim, d'accord, il est écrit comme ça. Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever Yarden. Bamidbar, Rava, Molsou, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedi Zahav. On nous dit ici, voilà les paroles, on va faire attention. C'est Moshe Rabbeinu qui parle directement au Béné Israël. Si on a l'habitude de commencer des psukim d'une manière générale dans la Torah
de la manière, avec la formulation suivante, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Là, ici, Vaidaber Hashem n'est plus mentionné. On est dans le livre de Devarim, qui est un livre très particulier. C'est le livre qui est appelé Mishneh Torah. On revient sur la Torah, mais il y a aussi un passage. C'est ce on va voir Bezrat Hashem ce soir. Et les paroles de Moshe ici, qu'est-ce qu'on dit? Hashem dit Ber Moshe Kol Israël. C'est Moshe qui parle. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé ou il lui a pas demandé? Les 4 premiers livres, on le voit, à partir de Shemot, bien entendu, on voit que Shemot, Vaïkra, Bemidbar, Moshe Rabbeinu intervient seulement après qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est les paroles de Moshe. Et on va voir quand ça s'est passé. Regardez, Bevakasha, juste au Pasuk Gimel. Vaïhi be'arba'im shana be'ashter asar chodesh be'echad lachodesh diber Moshe ben Israël kechol asher tziva oto aleh. La Torah nous mentionne que c'était la 40e année, Be'ashter asar, le 11e mois. Le 11e mois, c'est le mois de Shvat, en commençant le premier mois de Nissan, donc c'est l'avant-dernier mois, c'est-à-dire Shvat, et Adar, ça va être le dernier. Le premier du mois de Shvat, Moshe Rabbeinu commence à parler à tous les Bnei Israël, et on va voir que c'est toutes les fameuses, on ne va pas continuer, mais c'est toutes les tochechot et toutes les réprimandes que Moshe Rabbeinu fait 1 mois et 7 jours avant son départ. On sait que Moshe Rabbeinu décède le 7 Adar, et c'est ici on est le Rosh Chodesh Shvat. Donc on voit ici que le mois de Shvat, c'est un mois où on vient mentionner le fait que maintenant c'est Moshe Rabbeinu qui parle directement au Bnei Israël. On va voir pourquoi la Torah, d'accord? La Torah, elle mentionne pourquoi c'était au mois de Shvat. C'est vrai qu'on mentionne plusieurs dates dans la Torah, mais il y a encore un élément important. Pourquoi le mois de Shvat? Mais encore un élément important au dernier pasouk. Le dernier pasouk nous dit Be'ever HaYarden. On est ici sur la rive, d'accord, sur la rive du Jourdain. On arrive en Eretz Israël par la ville de Yéricho. Donc nous sommes à l'est du Jourdain. Nous sommes sur la rive est du Jourdain. Et on est encore Be'ever HaYarden. On n'est pas encore rentré en Eretz Israël. Be'eretz Moav. Et là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Ho'il Moshe be'er et Torah azot lemo. Moshe Rabbeinu commence, Ho'il be'er et Torah azot lemo. Il commence à expliciter la Torah. Mais si on fait attention sur le plan grammatical, on a ici un mot qui est très particulier. On ne dit pas bi'er et Torah, c'est un pirel. Et là, be'er et Torah. Alors, c'est traduit, c'est expliqué par le fait que Akadosh Baruch Hu, le fait que c'est que Moshe Rabbeinu explique la Torah, explicite la Torah, mais bien entendu, on reconnaît ici le mot be'er, un puits. Et là, la question se pose, une seconde. 40 ans, on est à la 40e année, ça veut dire que depuis que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, se sont écoulés exactement 40 ans. Le 3e mois après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il ne fait qu'enseigner au Béné Israël. Il y a la transmission, Moshe Kibel Torah Misina, Yumsara le Yoshua, la transmission à Yoshua, aux Ekenim, aux anciens. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 mois avant son départ, 1 mois et 7 jours avant le départ de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est toute la période du désert. Tout se termine, tout est terminé. C'est seulement maintenant que Moshe Rabbeinu commence à nous expliquer la Torah. La question que vont poser les Chachamim, on dit, mais une seconde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans dans le désert? On sait que tout le travail de Moshe Rabbeinu, c'était de nous faire passer d'une tachana, d'une station à une autre dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Essentiellement, 40 ans d'études, 40 ans d'apprentissage, 40 ans de travail pour comprendre et pour expliquer, et petit à petit, expliquer la Torah. Et là, on nous dit, c'est seulement maintenant, Ho'il Moshe. Ho'il, ma kavana Ho'il, la kavana du mot Ho'il, c'est Itril Moshe. Pour comprendre cette notion, et tout ça, bien entendu, je reprends un tout petit peu comme on l'a dit auparavant, tout ça, ça se passe au mois de Shvat. Et on va voir, première conclusion déjà du Shiur, on va voir le lien entre le mois de Shvat avec bien entendu le Tou Bishvat, il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, si Tou Bishvat c'est le premier Shvat ou le 15, mais peu importe pour l'instant. On est dans le mois de Shvat, on a un don de la Torah, on nous dit, voilà que maintenant Moshe Rabbeinu commence à nous expliquer la Torah, et là, on se demande, mais alors une seconde, de quelle Torah on parle?
Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Et là, nous avons une explication, je vais vous la dire à l'oral, une explication particulière de ce passouk, qui est donnée par un des très grands maîtres on peut dire ici, des 150 dernières années, un grand Talmid Chacham qui s'appelait le Rav Tzvi Yaakov Mecklenburg. C'était un grand Talmid Chacham qui était en Allemagne. Il a écrit un livre, il était un peu à la même époque du Malbim. Il a écrit un livre connu sous le nom, tout un pirouche sur la Torah, sur le nom de Haktav Vea Kabbalah. D'accord? C'est tout un pirouche sur le Chumash. Et le Rav dit la chose suivante, je vais vous le dire à l'oral. Les chants de Rashi, d'abord il cite Rashi, si on fait attention, Rashi nous dit sur le Passouk, c'est quoi Ho'il Moshe? Rashi nous dit, mais Rabotenu Beshiv'im Lashon Pirsha Lahem. Rashi cite un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a expliqué la Torah en 70 langues. Et là, bien entendu, le Rav, en citant Rashi, pose une question. Il dit une seconde. Imaginez-vous, vous venez maintenant expliquer des notions de Torah, des notions spirituelles, des enseignements d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Des enseignements qui sont, d'accord, d'une profondeur infinie. Et maintenant, Rashi nous dit, en se basant sur les Chachamim, c'est pas Rashi qui explique ça, mais il ramène un enseignement du Midrash qui dit, vous savez c'est quoi cette explication? C'est en 70 langues. Imaginez-vous quand vous lisez un texte de Gemara ou un texte du Talmud, de Mishnah, de Halacha, déjà, c'est pas dit, c'est pas évident à comprendre, mais en plus de ça, on va le traduire en russe, on va le traduire en turc, on va le traduire en anglais, ça va faire compliquer les choses, mais en plus, elle sert à quoi cette traduction? C'est la question que le Rav va poser. Et il dit comme ça. Pourquoi leur traduire la Torah en 70 langues? Et c'est évident qu'on ne parle pas ici de langage étranger, de langage d'autres peuples. וגם לרבותינו לא שינו את לשונם, לדבר בשפת אחרת. Le Midrash nous dit que nos ancêtres, on vient de le voir au début du livre de Shemot, que Bnei Israël ayu metsuyanim sham, que les Bnei Israël ont gardé leur identité en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils gardaient leur tenue vestimentaire, ils n'ont pas changé leur langue, leur manière de parler, leur tenue vestimentaire. Velo shinu et shemam, lo shinu et leshonam, lo shinu et malbusham. Ils n'ont pas changé leur nom. Ça veut dire que, au contraire, c'était pas quelque chose au contraire, c'était pas, on peut dire ici, c'était une traduction dans une langue étrangère viendrait au contraire, viendrait contrer ce que les Bnei Israël eux-mêmes ont gardé pour préserver à tout prix leur identité. On sait très bien, nous sommes francophones, même si ça fait longtemps que beaucoup de gens sont en Israël, on sait très bien combien, et c'est l'occasion de citer notre maître Manitou Zecher Tzadik Libracha, qui disait toujours qu'il écrit à plusieurs fois combien une traduction, c'est une trahison. Il y a même un endroit, je me rappelle dans la parole, elle écrit qui dit, Manitou dit que c'est même des fois plus facile de traduire certaines notions spirituelles et théologiques en anglais qu'en français. Parce que le français est tellement imprégné du christianisme que des fois c'est plus compliqué. Mais en tout cas, d'une langue ou d'une autre, au contraire, on vient perdre du sens profond du passouk et de la parole d'Hachem. C'est la raison pour laquelle le Rav nous dit ici, il faut comprendre. Les Chachamim disent le mot lachon. Quand on dit beshivrim lachon, c'est pas des langages comme on l'entend aujourd'hui, une langue étrangère. Le Rav nous dit retzono lomar, iné, vehem hakavanot apnimiyot shebatorah chutz min hakavana harishona apshuta. C'est là la réponse. Le Rav nous dit ici, c'est quoi le mot lachon? Lachon, c'est pas seulement un langage. On peut l'utiliser aussi comme un langage étranger, comme une langue étrangère, mais ici, c'est le sens profond de la Torah. Les kavanot pnimiyot. On va voir que tout ce qui est lié au mois de Shvat, et particulièrement à Toubi Shvat, d'ailleurs c'est intéressant, dans la Kabbalah, dans des livres de Mekoubalim, un des livres qui ramène beaucoup de Kabbalah, qui est un livre connu dans le monde de la Torah, mais qu'on ne connaît pas véritablement son auteur, c'est le Chemdat Hayamim. D'accord? Certains disent que c'est peut-être Rabbi Nathan Azati, le grand rabbin de Gaza, il y a 300-400 ans, il s'appelait Rabbi Nathan Azati. C'est intéressant à montagne. D'accord? On ne sait pas exactement. C'est un livre qui n'est pas, d'accord? On ne sait pas, il est utilisé, il est cité par le Gaon de Vilna, par de nombreux Talmidei Chachamim, mais on ne sait pas exactement l'auteur exact. Et on va voir que justement dans les livres de Kabbalah, dans
dans des livres justement de Pnimiyut, où on parle, d'accord, du sens qui est beaucoup plus ésotérique de la Torah, le sens beaucoup plus profond. On va parler du mois de Shvat, on va parler de Tobi Shvat et on va parler justement de ce qui se passe dans les hautes sphères en se basant, d'accord, sur ce qui se passe ici-bas. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un peu les kavanot à Pnimiyot. Et j'explique. Les Chachamim nous disent dans le Talmud que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Tobi Shvat? Pourquoi les Chachamim ont choisi la date de Tobi Shvat comme Rosh Hashanah et la nôtre? Les Chachamim nous disent que c'est le Zman, c'est le moment où Asaraf Olé Ba'ilan. Asaraf, c'est, d'accord, c'est la résine qui va monter. C'est toutes les pluies, d'accord? La majeure partie des pluies, Rov Geshamim, d'accord? La majeure partie des pluies sont tombées jusqu'à Tobi Shvat environ. C'est la majeure partie de, d'accord? On a passé la moitié de l'hiver. Et c'est toute cette eau qui remonte et qui s'est transformée. Et elle est encore dans le. D'accord? C'est là qu'elle remonte dans l'arbre avant qu'elle ne donne des fruits. Et tous les fruits qui ont poussé à partir de Tobi Shvat, alors, c'est une autre catégorie. Ce n'est pas comme les fruits de l'année dernière. Par exemple, quand on va devoir donner la dîme, quand on va donner les trumot, les maasrot, au Lévi, au Kohen, alors on va devoir donner les fruits, tout ce qui a poussé à partir de Tobi Shvat, c'est une chose. On va faire un maaser particulier. Tout ce qui a poussé avant Tobi Shvat, c'est autre chose. Mais de quoi on parle? C'est quoi cette date? Cette date, elle vient montrer quelque chose qui est beaucoup plus pnimi, qui est beaucoup plus interne. Ça veut dire qu'on ne voit encore rien, il n'y a pas encore d'arbre. Si on fait attention, il n'y a pas d'arbre encore sur les. D'accord? Il y a un tout petit peu quelques bourgeons et quelques fleurs et encore rien du tout. Ça veut dire qu'on ne voit pas la réalité extérieure, mais on sait qu'à l'intérieur, tout est en train de. D'accord? Tout se passe à l'intérieur. C'est ça le mois de Shvat. Le mois de Shvat, si on fait attention, on va voir que c'est un mois où a priori, il n'y a pas de fête. D'accord? Il n'y a pas de fête. On peut dire aussi le mois de Tevet, il n'y a pas de fête. Mais le mois de Shvat, on peut dire, c'est ce passage entre l'hiver et on va bientôt arriver au printemps, bien entendu. Mais c'est ce moment-là où il n'y a encore rien à l'œil nu, mais on est conscient qu'il y a un processus pnimi, interne, qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle, si on fait attention, mon cher Rabbeinu, c'est pas que c'est seulement maintenant qu'il a commencé à dévoiler des secrets de la Torah et ses kavanot pnimiot, comme le dit l'octave va Kabbalah, mais c'est beaucoup plus que ça. C'était déjà depuis le début du don de la Torah, on sait que tout a été donné au Sinaï. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dafka quand si on fait attention, on a dit on est au Chodesh Shvat et on est sur la rive est du Jourdain. Ça veut dire que dès qu'on se rapproche d'Eretz Israël, on va voir, on peut noter ça comme une deuxième conclusion. Lorsqu'on se rapproche d'Eretz Israël, alors la Torah, et particulièrement la Torah, le sens ésotérique et le sens plus pnimi de la Torah, commence à jaillir. C'est encore caché, on ne le voit pas encore, on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, mais on sait que quand on se rapproche d'Eretz Israël, alors il y a un phénomène interne qui est en train de se passer à l'intérieur de tout un chacun, au sein du peuple juif, et ça a une influence sur la Torah, à un tel point que dans le fameux Kuzari, Rabbi Yehuda Levi dit au roi, à ce fameux roi qui cherche cette vérité et ce lien avec Dieu, et qui à la fin du livre va se convertir. Alors, Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari, dit à Rabbi Yehuda Levi, mais qu'est-ce que tu fais en exil? Si c'est si important pour vous, Eretz Israël, qu'est-ce que tu fais en exil? Alors, quand il lui explique c'est quoi la terre d'Israël, Rabbi Yehuda Levi, il était très droit. Il a dit Matsata mekom herpati. Tu as trouvé, effectivement, c'est mon point faible. C'est juste, on doit être en Eretz Israël. Il n'a pas essayé de lui donner tout un tas d'accord, de raisons pourquoi être en exil et pourquoi être en diaspora et la galoute, etc. Il faut être ici, il faut être ici. C'est le meilleur exemple et c'est comme ça que les gens, que tout le monde va suivre. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit c'est quoi la particularité d'Eretz Israël? Et là, c'est la question du Kuzari. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre terre? Et là, le Rav nous dit, le Rabbi Dalevi répond, Eretz Israël, Eretz HaTorah. C'est la terre de la Torah. Alors, on peut comprendre ça de plusieurs manières. C'est quoi Eretz HaTorah? La terre de la Torah. Mais la terre de la Torah. D'abord, la Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël. Alors, on peut dire effectivement, on ne peut faire les 613 mitzvot qu'en Eretz Israël. C'est juste, mais ça aussi, c'est une question. Et pourquoi? Pourquoi c'est si lié à la terre d'Israël? Et là, je pense que la réponse est dans cette explication qu'on a. C'est notre présence en Eretz Israël. Et c'est
non seulement une présence physique, bien entendu, accompagnée d'une étude, et si on n'étudie pas la Torah, alors on ne va pas avancer. Mais c'est en Eretz Israël que cette Torah interne, que cette Torah pnimite jaillit. D'où, Rabotai, les plus grands Mekoubalim étant en Eretz Israël. On sait que, on peut dire, cet âge d'or à Tzfat, avec le Hari, avec Rabbi Moshe Cordovero, avec Rabbi Eliaou Dividash, Baal Reshit Chochma, d'accord? Tous les élèves du Harizal, bien entendu. C'était des Talmidei Chachamim qui étaient ici en Eretz Israël et qui ont, bien entendu, toutes ces œuvres, le Etzraïm et d'accord, toute cette littérature kabbalite qui fait justement qui a fait que c'était notre présence ici qui fait que cet engouement et c'est comme ce saraf qui remonte dans les arbres, comme cette résine qui remonte dans les arbres et qui va donner naissance à des fruits, c'est exactement ce qui se passe en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, les Chachamim vont dire qu'ici, c'est quoi Ho'il Moshe Be'er et Torah? C'est le début de la Torah chez Be'al Peh. On va voir Be'ezrat Hashem, on sait, notion de Torah chez Birtav, la Torah écrite et Torah chez Be'al Peh, la Torah orale. Et là, on va voir justement que le livre de Devarim, c'est déjà un passage à la Torah chez Be'al Peh. La preuve, on ne dit plus Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo, on dit Ele Devarim Asher Diber Moshe. Akadosh Baruch Hu, bien entendu, donne à Moshe Rabbeinu cette permission de parler, mais pas comme avant, que voilà ce que je te dis, voilà ce que tu vas leur dire. Maintenant, c'est toi. Comme si le livre de Devarim était le livre de Moshe, comme si la Torah était la Torah de Moshe. D'ailleurs, à la fin du prophète, des prophètes, on dit Zichru Torat Moshe Avdi. C'est le prophète qui dit au peuple juif, rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Mais la Torah, elle n'est pas à Moshe, la Torah, elle est à Kadosh Baruch Hu. Il y a un passage à la Torah d'Hachem, à la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce passage justement de la Torah chez Be'al Peh, c'est ce qu'on va un peu développer dans la suite. La notion de Torah chez Be'al Peh, elle est liée directement à Shvat, au mois de Shvat, et particulièrement liée à la notion de plantation. On sait que lorsqu'on parle de Toubi Shvat, on parle de cette mitzvah, bien entendu, tout ce qui est lié à la terre d'Israël, et de planter des arbres. Et si on fait attention, c'est une bracha qu'on fait régulièrement lorsqu'on monte à la Torah, d'accord, lorsque les hommes montent à la Torah, alors on finit en disant, on commence B'Ruchat Hashem Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, on rappelle le choix qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi les peuples, et il nous a donné la Torah. Et quand on termine, qu'est-ce qu'on dit? On dit Asher Natan Lanu Torato Torat Emet, Vehaye Olam Natar Betochen. Yohan, si tu pourrais, Bevakasha, nous donner le deuxième, le makor du tour à la ligne 25. Ça, c'est court, on pourrait peut-être le lire. C'est l'occasion de dire aussi un petit mot sur l'auteur. Yohan? Oui, oui, je suis là, donc dès que tu me demandes, je le mets. Ça prend Voilà, juste à la 10 tour, secondes. le tour, Beshura Isrim Vechamesh. Merci. Le tour à Botaï était le Rabbi Yaakov Balatourim. On a ici, c'est un chacham d'accord, du 13e siècle environ. Il était le fils du très grand décisionnaire le Roche, Rabbeinu Asher, qui était un grand maître du monde ashkénaze en Allemagne. Il a dû fuir l'Allemagne pour arriver en Espagne. Il est accueilli en Espagne, il devient aussi un très grand possèque en Espagne, un des grands piliers de la halakha, le Rosh Rabbeinu Asher. Son fils qui fait une compilation de la halakha, les Arba'a Turim, qui vont donner naissance après au Beth Yosef, au Shulchan Aruch, d'où les 4 parties du Shulchan Aruch, mais qui sont basées sur les Arba'a Turim. Dans les Ilchot, Yad Sefer Torah, alors on nous dit comme ça le tout. Umatbea shel bracha achrona, la dernière bracha qu'on fait, la bracha qu'on fait après qu'on a lu à la Torah, alors on nous dit car Asher Natan Lanu Torah Temet, Kadosh Baruch Hu, on bénit Hachem qui nous a donné une Torah de vérité, Vechaye Olam Nata Betochenu, et une vie éternelle, Hachem nous a implanté en nous. Pirouche. Et là, l'explication, pourquoi on fait cette bracha? Torah Temet, i Torah Shebirtav. Vechaye Olam Nata Betochenu, hi Torah Shebe'al Peh. Dirtiv, divrei Chachamim kedarbonot uchmasmerot netuim. Là-bas, Shlomo Ameler dit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, que les paroles des Chachamim sont considérées comme des pics, d'accord, Kedar Bonot ou Kemasmerot, comme des pics qui sont plantés. Il faut comprendre, d'accord, il faut comprendre le passouk. Je ne vais pas rentrer dans le passouk, mais là ici c'est intéressant. Quand on parle de Torah chez Be'al Peh, on parle de plantation. Qu'Akadosh Baruch Hu a planté en nous. Nata, l'Intoa, c'est mamash planté, particulièrement planté un arbre.
Si on veut planter des graines, alors on va utiliser le terme de l'izroa, semer. Mais là, ici, planter un arbre, c'est l'imtoa. Quand on dit Vechaye olam nata betochenu, alors on parle de Torah chez Béalpé. Bien sûr, on va se poser la question pourquoi les Chachamim emploient cette notion de netira, de plantation, lorsqu'on parle de Torah chez Béalpé. Torah temet, c'est évident, c'est la parole d'Hachem, Hachem Elohim emet, comme dit le passouk dans le prophète Jérémie. Mais là, on nous dit Vechaye olam nata betochenu. Alors ça, c'est intéressant. Quand on dit Torah temet, alors on comprend. On aurait pu dire Torah temet. Torah chez Béalpé, mais Torah chez Béalpé. Quand on parle ici de Torah chez Béalpé, c'est beaucoup plus, c'est encore un autre niveau. C'est une vie éternelle. On parle ici de Chaye Olam Nata Betochenu, et ça on dit c'est la Torah chez Béalpé. Pourquoi appeler cette vie éternelle de Torah chez Béalpé? Ben, Torah Temet, c'est pas une Torah, c'est pas une Torah. Quand on parle de Torah chez Birtav, Zelo Chaye Olam. Après, on aurait pu dire Chaye Olam d'une manière générale, Torah chez Birtav ou Torah chez Béalpé. Ou l'inverse. Torah Temet, c'est Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Là, on nous dit non. Il y a deux choses distinctes. Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Pour comprendre cette notion, alors, il faudrait ici citer, je vais vous le citer, on ne va pas le lire ensemble parce que c'est un tout petit peu long, mais et je ne veux pas vous... Johan, Efchar Laorid, donc merci. Et une explication pour comprendre ici cette notion de Torah chez Birtav et de Torah chez Béalpé, et d'abord de notre, on peut dire ici du sens profond de pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande d'être en Eretz Israël et pourquoi Eretz Israël est cité dès le départ dans la Torah avec Abraham Avinu et plus particulièrement avec Moshe Rabbeinu. On a un pirouche magnifique du natif de Vologine. Le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine, cette fameuse yeshiva, Ema Yeshivot, qui était lui-même le maître du Rav Kook. On va Bezrat Hashem Zatzal, on va aussi étudier un petit passage. Aujourd'hui, on va faire un petit passage du Rav Kook, un passage de son élève aussi. On va faire les élèves, le natif, le Rav Kook, le Rav Harlap, et après Bezrat Hashem, en conclusion, on arrivera à Manitou, Bezrat Hashem. Et jusqu'à quelle heure exactement vous m'avez dit, Madame Blia, par rapport aux questions? Combien de temps on laisse aux questions? Parce que on peut faire une nuit d'études s'il faut, mais je veux respecter les horaires. Non, en principe, c'est environ 1 heure en tout. Donc, non, mais C'est gentil. même si vous parlez 1 heure et qu'il y a quelques questions après, c'est pas grave. Tout Tout va bien. Voilà. Donc, on a une explication du natif de Vologine. Le natif de Vologine nous dit, sur le passouk où Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu, la première fois qu'il se dévoile au moment du buisson ardent, Bemar et Asene, au début du livre de Shemot. Alors, Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Vayomer Hashem, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Ra'o ra'iti et oni ami asher b'Mitzrayim. J'ai vu dans quelle détresse, dans quelle pauvreté mon peuple se trouve en Égypte. Ve'et sa'akatam shamati mipnei nogesav. J'entends d'accord, combien il crie, combien il m'implore et combien il souffre de ses oppresseurs. Qui a dati et machovav, je sais et je suis conscient, dit Hashem, combien les Bnei Israël souffrent. Et c'est la raison pour laquelle le pasuk d'après dit à Kadosh Baruch Hu, va ered le'atzilo miyad Mitzrayim ula'aloto min haaretz ha'i el eretz tova urechava el eretz zavat chalav udvash. C'est la raison pour laquelle dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, c'est pour ça que je vais descendre. Bien entendu, c'est imagé, pour les sauver de la main de l'Égypte et de les faire monter, ou les haloto, de cette terre-là, c'est-à-dire en Égypte, vers une terre, Eretz Tova, une bonne terre, Rechava, large, vaste. El Eretz, on reprend une deuxième fois le mot Eretz. Tout de suite, on va dire un mot par rapport au halachot, au ilchot brachot. Mais il y a une deuxième fois Eretz, sur une terre où coule le lait et le miel. Et là, Rabotai, je suis obligé de citer mon maître, le Rav Zini, qui nous dit d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu a le sens de l'humour. Où c'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a le sens de l'humour. C'est notre passouk ici. Il y a plusieurs endroits. D'accord? Mais ici, c'est un des psukim. C'est une des sources. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu a le sens de l'humour. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je suis conscient de tout ce qui se passe, de la gravité, de la situation, etc. Je vais les sauver et tu vas aller leur dire aussi. Mais où je vais les amener? Je vais les amener sur une terre,
belle, une bonne terre vaste, etc. Une terre où coule le lait et le miel. Vous savez, comme dans les publicités où on vous dit un truc, on vous promet un super truc, mais après il y a une toute petite astérisque où on vous dit rien qu'au passage. El Mekom, va Kenani, va Hiti, va Emori, va Perizi, va Hivi, va Yevoussi. Il y a là-bas le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a la Jordanie, il y a tous vos amis à côté. Mais c'est une super terre, hein, vraiment. C'est une super affaire. À Botaï, il faut lire ça avec de l'huile. On le vit aujourd'hui. Mais il faut comprendre, on nous dit Eretz Tova, Rechava, etc. Une terre extraordinaire. Mais un endroit avec les peuples les plus dépravés spirituellement, les plus méchants et féroces militairement parlant. C'est-à-dire qu'on a tout ici pour dire, une seconde, qu'est-ce qu'on vient faire en Eretz Israël? Ça, c'était par rapport au sens de l'humour. Et là, Rabotai, une explication extraordinaire du natif de Vologine. Le natif de Vologine nous dit pourquoi la terre d'Israël est appelée Eretz Tova. On le dit d'ailleurs tous les jours à Rabotai. On fait Birkat Amazon, on dit Eretz Tova ou Chava, et roulé. On dit dans Bracha Me'en Shalosh, on mange des maisonnotes, on mange des fruits de la terre d'Israël. Eretz Tova. On parle d'une bonne terre. Bien entendu, on parle aussi d'une terre vaste, Rechava. Le natif nous dit, c'est quoi cette terre? Ma Kavana, c'est quoi la notion de Tov? Il nous dit comme ça. Ok. Ve'achar kach ya'ale, le Eretz Tova, Kadosh Baruch Hu va nous faire monter sur une terre. Tova ou Rechava, Vesham yu ashirim, bedaat, vegavhut nefesh. Quand on nous dit ici que la terre est bonne, bien entendu, on ne parle pas d'une terre plus fertile que d'autres. On va toujours trouver une terre avec de la fertilité. On va toujours trouver une terre avec plus de richesse ou plus de ressources. On le sait très bien à Motaï. On ne parle pas d'Eretz Israël avec une notion, d'accord, avec des notions et avec des yeux de Homer et d'accord, de matériel. Bien qu'on va voir, c'est la suite du passouk. Mais d'abord, avant tout, avant l'aspect matériel de la terre d'Israël, on va d'abord parler de l'aspect spirituel. Et l'aspect spirituel, nous dit le natif de Vologine, c'est une terre où on va acquérir une richesse dans notre connaissance, vegavhut an-nefesh, une élévation de l'âme. C'est une terre qui fait que rien que notre présence, elle va déjà accroître en nous cette envie d'apprendre, cette envie d'évoluer, cet engouement vers Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, nous dit le natif, Venichlal b'mashma'ut tova, oto to'elet shel rechava. Quand on dit tova ou rechava, a priori, c'est synonyme. Non. Le Rav nous dit, il y a effectivement un dénominateur commun. C'est quoi cette notion de rechava chez où archavat adarat? On va avoir une vision qui est beaucoup plus large. On va voir les choses différemment. On va même percevoir les choses différemment. C'est pour ça que la Torah qu'on a appris, je reviens à ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, au il Moshe be'er et Torah. La Torah qu'on a appris pendant 40 ans dans le désert, elle va prendre une nouvelle dimension en arrivant en Eretz Israël. Comment ne pas se rappeler ce que disait Manitou Zichrono Livracha qu'en une nuit, quand il a rencontré le fils du Rav Kook, Rabbeinu Arav Ziouda Kohen Kook Zatzal, en une nuit, je suis devenu un hébreu, du juif à l'hébreu. Nous sommes constamment, et particulièrement c'est Eretz Israël qui fait ressortir ses forces en nous, nous sommes constamment dans cette optique et dans cette dynamique de métamorphose et de changement. Et ça, c'est particulièrement la terre d'Israël qui fait ça. D'où la notion de Torah chez Béalpé, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand la Torah, elle passe comme l'eau qui va descendre dans le sol, qui va pénétrer le sol et qui va après ressortir par les arbres et devenir des fruits. Alors, chacun qui va arriver ici en Eretz Israël et avec un travail assidu, il va donner ses fruits. On va voir que c'est écrit clairement dans les Télim. C'est un pasouk meforash. C'est pas que des explications. Vous voyez, on va voir que c'est le pshat des psukim. Et c'est ce que nous dit ici le Rav. Ba'asher b'mashma'ut tova ou amevi yedi'at Hashem ve'ashgachato. Quand on dit que la terre est bonne, c'est quoi la notion de bonne? On va voir bien entendu la première fois
les Chachamim nous disent, quand on veut comprendre le sens d'un mot, il faut voir où il est arrivé, où on le rencontre, c'est la première fois dans la Torah. La première fois où on va voir le mot Tov, d'accord? Aujourd'hui, on utilise le mot Manishma Tov, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Non. Le mot Tov, il apparaît dans le récit de la création. Quand Akadosh Baruch Hu voit ce qu'il a fait, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Et à la fin, on dit Veine. Vayar Elohim, et kol asher asa, Veine. Vayar Elohim ki Tov. Et à la fin de la création, on dit Veine, Tov, Meod. Akadosh Baruch Hu, il écrit des appréciations sur ce qu'il a fait. Ça c'est bien, ça c'est mieux, ça c'est bien, tu as eu 18 sur 20, tu as eu 20 sur 20. On va voir ici que la notion de Tov, qui est reprise dans le Maharal de Prague, dans pas mal d'endroits, mais dans un des endroits dans son Drush à la Torah, le Maharal de Prague va nous dire, le mot Tov, c'est tout l'aspect spirituel de la réalité. Dans la création, bien entendu, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'est-ce qui s'est passé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Ça c'est à l'échelle matérielle, premier niveau. Deuxième niveau, Veine Tov. Tov, entre guillemets, c'est la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu met dans le monde. Comme disait Manitou Zatzal, c'est cette notion de moralité, ce vecteur moral et ce sens qu'Akadosh Baruch Hu donne à toute la création. D'ailleurs, quand on dit de quelque chose, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, ça veut dire est-ce que ça correspond à ce que j'ai en tête ou à si c'est dans n'importe quel domaine, est-ce que ça correspond au but précis, à ce dessin qu'on avait en tête ou pas? Et là, c'est ce que nous dit ici le Maharal par rapport à la notion de Tov, et c'est ce que reprend ici le natif de Vologine. Quand le natif de Vologine nous dit ici, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu qui nous dit Eretz Tova, c'est Eretz, Bemashmaut Tova, ou Amevi le Yedirat Hashem Vashgachato. C'est une terre qui va nous permettre de connaître Dieu et de comprendre la providence divine. D'ailleurs, je lisais aujourd'hui, Rabotai, un article intéressant qui disait que depuis la guerre, 2 ans de guerre, ont fait que plus de la moitié des Israéliens sont d'accord pour dire qu'ils ont évolué spirituellement. Et plus que ça, 91% des Israéliens se disent encore plus heureux qu'avant la guerre. Ça, c'est que le peuple juif, Rabotai, qui peut dire une chose pareille. D'accord? C'est aussi le sens de l'humour nous sommes les enfants d'Hachem. Avec tout ce qui s'est passé, 91% des Israéliens nous disent on est encore plus contents. Mais ça, et d'ailleurs, et la majeure partie du peuple qui s'est renforcé spirituellement, des gens disent qu'ils ont commencé, certains ont commencé à mettre les téfilines. Vous vous imaginez que ce n'est pas des gens religieux qui mettent les téfilines, qui ont continué à les mettre, c'est évident. Mais avant la guerre, ils les mettaient, après la guerre. Plus de gens mettent les téfilines, plus de 31% de la population se porte volontaire. Bien entendu, dès qu'il y a, d'accord, tout ce chesed et tout ce qu'on a vu, j'imagine que beaucoup de gens participent, mais il y a, chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a une difficulté, et nous sommes ici en Eretz Israël, il y a un regain de lien avec Akadosh Baruch Hu et de Yedirat Hashem, de rattachement à Akadosh Baruch Hu, de Dvekut, et surtout de Hashgacha, où on voit comment Akadosh Baruch Hu, petit à petit, il nous amène à l'endroit où on doit arriver. Mais ça, c'est particulièrement en Eretz Israël. C'est ce que nous dit ici le Rav, c'est ça la notion de Eretz Tova. Ou Rechava, c'est quoi maintenant Rechava? Et Mashe al yedei avodato vetorato mitnaheg kol alichot Eretz Israël. Ici, en Eretz Israël, tout se passe en fonction de la Torah et des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre. À tel point, je peux vous dire par rapport à l'anecdote, une fois au Technion, un professeur d'hydrologie, un très grand professeur d'hydrologie, faisait un cours. J'étais à ce cours, à cette conférence, et il parlait justement de l'hydrologie en Israël. Quelqu'un de pas religieux, en tout cas, il n'avait pas une kippa sur la tête. D'accord? Pas quelqu'un de religieux. Il a dit, je vais vous dire d'abord, je vais vous montrer des graphes, je vais vous montrer des courbes, et vous allez voir ce qui se passe, d'accord, sur le plan hydrologique, ces 30, 40 dernières années. Alors, vous croyez, alors c'est vrai, on est au Technion, il fallait devenir des ingénieurs, donc il fallait apprendre, mais il a dit, détrompez-vous. Même si vous voyez des graphes, etc., et des moyennes, en Israël, il dit, rien ne marche selon la nature. Il parlait que de la pluie. Il dit, il peut avoir une année où une sécheresse totale, une année où est tombé 2 ou 3 fois plus que d'habitude. Même si vous voyez une moyenne, c'est que le fruit de calculs mathématiques ou d'autres. C'est-à-dire
Rien ne se passe naturellement. C'est-à-dire, même le naturel, il est surnaturel. C'est ce qu'on appelle ici l'au-delà de la nature. Tout le mois de Shvat, c'est comment on va s'élever, si c'est par rapport à la Torah. Mi Torah chez Birtav, les Torah chez Béalpé. On va rentrer en Eretz Israël, on croit qu'on est sur une terre où tout se passe normalement. Rien ne se passe normalement. Rien ne se passe normalement en Israël. D'ailleurs, Zichrono Livracha disait Manitou que le plus grand miracle qu'il y a en Israël, c'est que on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. C'est ce qu'il disait. On ne sait pas comment ça marche. Je crois que personne aujourd'hui peut vous expliquer comment, avec toutes les guerres et Calvachom, et à plus forte raison avec ces 2 dernières années terribles, comment le peuple juif continue à venir en Israël. Plus de gens font leur alia, plus de gens se rattachent à la Torah, des nouvelles yeshivot, des nouvelles mechinot, des midrashot, un regain de Torah, un regain d'identité juive, dans tout, économiquement parlant. Cette guerre, elle coûte des milliards et des milliards. Économiquement parlant, le pays continue à se développer. Personne ne comprend comment ça marche, et ça marche. Et c'est exactement ce qui se passe. On se rattache à Akadosh Baruch Hu alors que ça devrait être l'inverse. D'ailleurs, au début de la guerre, c'est intéressant, tout au début de la guerre, si vous vous rappelez, il y a eu en une semaine 25 000 Israéliens qui sont rentrés, qui étaient en Chutz La'aretz, en vacances ou en train de faire leurs études, et ils sont rentrés très rapidement, le plus vite possible, pour faire leur milouim et pour participer à la guerre. Et il y avait même un juif américain qui s'est rendu à l'aéroport et il payait à tout le monde des billets d'avion pour rentrer en Eretz Israël. Et un journaliste américain, dans le New York Times, pour piquer un peu les Russes, il a dit, regardez le peuple juif par rapport aux Russes et par rapport à la Russie. Depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la majeure partie des jeunes de Russie et des moins jeunes se sauvent de la Russie ou ont réussi à se sauver, mais en tout cas, ils ont envie de se sauver, d'accord, pour ne pas faire la guerre et pour vite prendre leurs fonds, prendre leurs biens et partir. Alors que le peuple juif, il y a une guerre, au lieu de rester en Chutz La'aretz tranquille, ils veulent revenir pour se battre. Un goy qui dit ça, il dit ça, c'est le peuple juif. Pour dire que tout marche à l'envers. Et c'est ce que nous dit ici le natif de Vologine. Lorsque le natif de Vologine, dans un autre endroit, qui est très particulier, si on a dit que c'est écrit dans la Torah, à la fin de la création, Veine Tov Me'od. C'est une chose. Sur toute la création, c'était Tov Me'od. Mais où on revoit le mot Me'od dans la Torah? Si vous vous rappelez, dans l'histoire des Meraglim, lorsque Yehoshua et Kalev prennent la parole pour contrer ce que disent les 10 autres explorateurs, les Meraglim, qui reviennent d'Eretz Israël et qui relatent une réalité qui est intéressante, qui n'est pas basée sur un mensonge. Ils ne mentent pas, les Meraglim. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils racontent exactement ce qu'ils ont vu. Je n'ai pas besoin de vous dire que des fois, on peut raconter exactement ce qu'on a vu. Ça va dépendre sur quoi on va mettre l'accent, ça va dépendre du ton, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ils n'ont pas menti. Les Meraglim étaient des très grands, étaient d'accord, les Rachés Sanhédraot, étaient les Rachés Shvatim, c'était eux les dirigeants spirituels du peuple. Et là, après, donc, après leur speech qui a découragé tout le monde et tout le monde est en train de pleurer, et tout le monde est en train de se dire, c'est évident qu'on ne va pas rentrer en Eretz Israël, c'est l'inverse. C'est un pays, Chas v'Shalom, où on va tous mourir. Kalev et Yoshua disent comme ça. Vayomeru, les deux parlent ensemble. Je vous cite ici un pasouk dans la paracha de Shlach Lecha. Ils disent comme ça. Vayomeru el kol adad ben Israël lemor, haaretz asher avarnu bah, la tour ota, la terre. Nous sommes passés, nous avons fait tout le chemin pour arriver en Eretz Israël et pour la visiter, pour bien l'étudier en long et en large. Tova haaretz meod meod. Toute la réalité, tov meod. Mais il y a encore une réalité encore plus élevée que la réalité terrestre. C'est Eretz Israël. Tova haaretz meod meod. Le même natif va dire sur ce passouk meod meod que c'est le seul endroit au monde où un regain de matériel ne met pas en danger la personne sur le plan spirituel, mais bien au contraire, un regain matériel
va encourager la personne à se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'en principe, on sait très bien, quelqu'un qui est plongé dans la matérialité, allez lui parler d'un cours de Torah, allez lui parler de Torah, de mitzvot, etc. D'accord? Il n'a pas cet esprit élevé. Et là, on dit c'est l'inverse. Eretz Israël tova haaretz me'od me'od. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier passouk qu'on a cité, au début du livre de Shemot, lors de du fait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile au moment du buisson ardent, alors qu'est-ce qu'il est écrit? Eretz tova urechava, sur le plan spirituel, mais après on recommence. El Eretz zavat chalav udvash. C'est quoi dans ce cas-là alors Eretz zavat chalav udvash? Ça, c'est par rapport au côté matériel de la terre d'Israël. En disant, le natif de Vologine, Yavtaha bifnei atzma, c'est une promesse en soi. Gamla alichot agouf, pour dire que c'est pas seulement spirituel, c'est aussi matériel. ומשום אחי אמר אל ארץ בפני עצמה ולא כלל כאחד אל ארץ טובה וחווה וזבת חלב ודבש. Le natif de Vologine ici, il fait un diouk, il fait une nuance dans le passage qui dit une seconde, faites attention. C'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu va nous, on aurait pu dire, d'écrire une fois le mot Eretz. El Eretz tova urechava vezavat chalav udvash. Pourquoi c'est écrit Eretz zavat chalav Eretz tova uchava? Et après encore une fois, El Eretz zavat chalav udvash. Le deuxième fois le mot Eretz. On va trouver ces deux niveaux aussi en Eretz Israël. D'abord un niveau spirituel et après un niveau matériel. C'est très particulier d'ailleurs. Et ça, c'est d'où cette dualité. Me'od, Me'od. On va la retrouver rien que ici, en Eretz Israël, cette réalité ici, en Eretz Israël. D'accord? Donc ça, c'est l'explication du natif de Vologine. Le pasouk, on va commencer à arriver à la fin. Le pasouk que je vous ai dit, qui relate tout ça, tout ce qu'on a dit, le lien entre la Torah, la terre d'Israël et l'homme, c'est le premier pasouk des Téhélim. Le premier pasouk des Téhélim de David Amelech, alav Shalom, nous dit comme ça. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Ah, Ken, Yohan, tu peux nous les montrer, Ken, Toda Rabba. À la colonne de gauche, à la ligne 84. Toda Rabba. Génial. Le premier pasouk des Téhélim nous dit comme ça. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim uvderech hataim lo amad umoshav letzim lo yashav. Heureux l'homme qui n'a pas pris la voie des mécréants, qui ne suit pas le chemin des fauteurs, et qui ne fait pas partie de ces railleurs, qui ne va pas dans des endroits avec des railleurs, des réchaïm. C'est quelqu'un qui fait attention à son monde spirituel. Mais quel est le but du juif? Et faites attention ici, on dit Ashrei Ha'ish, le secret du bonheur, du Osher, Pasuk Bet, ki im betorat Hashem cheftzov torato yegei yomam valayla. Quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est plongé dans la réflexion, dans l'étude de la Torah. Et si on fait attention, jour et nuit. Mais de quoi on parle ici? Faites attention dans le pasuk. On nous parle ici de Torah Hashem, quelqu'un qui a cet engouement, Torah Hashem cheftzov, il a ce ratson d'étudier la Torah et de connaître la Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Ou betorato yehegei yomam valayla. Question. C'est la Torah de qui? Et dans sa Torah, il ne cesse de réfléchir. On parle ici de la Torah de qui? De la Torah d'Hachem ou la Torah de l'homme? Si c'est écrit au début du pasuk ki im betorat Hachem, alors ça veut dire qu'après betorato, c'est pas Hachem. Ou sinon, on aurait dû dire ki im betorat Hachem chefzo veyehege ba yomam valayla. On n'aurait pas répété deux fois le mot Torah et que la deuxième fois il écrit Torato. D'ailleurs, c'est intéressant, entre parenthèses, regardez comment on répète deux fois le mot Eretz. On retrouve ici deux fois le mot Torah. On ne peut pas ne pas citer le fameux passouk où on cite les 7 fruits d'Eretz Israël, qui est aussi divisé en deux. Eretz, Chita ou Sora, et Gefen, Veteana, Berimon. Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Il y a deux fois le mot Eretz. Et dans Masechet Brachot, on va parler justement, dans l'ordre des Brachot, on va dire que plus un fruit, il est proche du mot Eretz, et on va faire en premier la bracha. Mais c'est écrit aussi deux fois le mot Eretz. Là, ici, on trouve deux fois le mot Torah. Ki im be Torah Hashem chefzo. Et
Et à quoi on compare cette personne? On va tout de suite expliquer cette notion de Torah et de Torato, et on va finir par ça, Bezrat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au Passouk Gimel, cette personne-là, qui s'adonne à l'étude, qui veut connaître Hachem, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à quoi elle est comparée? Ve'aya ke'etz shatul al pal gemalim. Encore une fois, on parle de l'arbre. Cette personne va être comme un arbre qui est planté sur un cours d'eau. Asher pirio iten be'ito. Il donnera ses fruits en son temps. Ve'alehu lo yibol. Ses fleurs et ses feuilles ne vont pas faner. Ve'chol asher ya'ase yatzliach. Et tout ce qu'il va faire va réussir. Lochen aresharim ki kamot asher tidefenu ruach. Contrairement aux mécréants qui sont comparés à cette klipa. Motz, c'est cette écorce qu'Akadosh Baruch Hu asher tidefenu ruach qui vole au vent. Pour comprendre, Rabotai, cette notion de pourquoi comparer ici, David Ameller compare l'homme qui s'élève spirituellement, qui s'adonne à l'étude de la Torah, mais on va voir ici de quelle Torah on parle, Torah Tachem ve Torato. On nous dit cette personne-là, elle est comme un arbre qui donne des fruits. Et là, on revient à tout Bishvat. Regardez comment, aussi bien la Torah, elle est comparée à un arbre, l'homme est comparé à un arbre, alors ce qui étudie la Torah. Bien entendu, cette notion d'arbre et d'agriculture ici en Eretz Israël. Et on retrouve toujours ces deux notions, comme j'ai intitulé le cours, l'au-delà de la nature. On trouve toujours deux dimensions. Pas de deux notions, c'est deux dimensions, une qui est au-dessus de l'autre. Descendez un tout petit peu, Bevakasha et Yohan, pour nous montrer qu'est-ce que la Gemara nous dit sur ce pasouk. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, c'est juste en dessous. Yohan, Toda Rabba. Juste en dessous, si tu peux descendre encore un tout petit peu. Toda Rabba. La Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah, Bedaf Yutet Amud Aleph. Amar Rabbi Avdimi Bar Chama. Kol ha'osek baTorah. Tout celui qui étudie la Torah. Akadosh Baruch Hu oseh lo chafatzav. Akadosh Baruch Hu va accomplir, d'accord, ce qu'il demande et ses vœux. Shene Emar ki im betorat Hashem chefzo. Comment il lit le pasouk? Comment on lit le pasouk dans la Gemara? Quelqu'un qui va s'adonner à l'étude de la Torah, chefzo. Akadosh Baruch Hu, il remplira son ratson, sa volonté. Mais là, c'était ce que je vous montre, c'était ce que je voulais vous montrer. Amar Rava, c'est la deuxième enseignement. Rava nous dit, un des plus grands maîtres du Talmud, Rava, les olam ilmod adam Torah, et makom shelibo chafetz. C'est le troisième, excusez-moi. Ve'amar Rava, une, deux, trois, quatrième ligne. Ve'amar Rava, batechila nikret al shemo shel akadosh baruch hu, ulbasof nikret al shmo shene'emar betorat Hashem cheftzov torato yeger vam valayla. Au début, la Torah est appelée la Torah de Dieu. Bien entendu. La Torah d'Hachem. Je reprends ce que dit le tour tout à l'heure. Rabbi Yaakov Balatourim. C'est quoi Torah d'Hachem? Torah chez Birtav. C'est Torah d'Hachem. Torah Temet. Ou les Bassof. Quand quelqu'un il étudie régulièrement et il s'intéresse et il approfondit, la Torah, petit à petit, elle est appelée au nom de la personne. Nikret al Shemo. Elle est appelée au nom de l'homme. C'est pas la Torah d'Hachem. Au début, c'est la Torah d'Hachem. Mais après, c'est la Torah de l'homme. Et là, il faut faire attention. Comment on peut dire la Torah de l'homme? On a le droit, chas v'shalom, d'inventer quelque chose ou de rajouter quelque chose dans la Torah. On pourrait dire la Torah, elle est exactement comme elle est. On n'a pas le droit. On va changer une demi-lettre de la Torah. On va enlever un yud, une goutte d'encre de la Torah. Le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Alors, comment on peut dire qu'il y a aussi ce côté individuel ou ce côté, si vous voulez, personnel, d'accord, que la Torah, elle va devenir Nikret al-Shmo. Et là, si on fait attention, on ne parle plus de Moshe Rabbeinu, on parle de tout un chacun. À un tel point, Rabotai, à tel point que, regardez, avant d'arriver aux paroles de Manitou Zatzal, je vais vous le dire à l'oral, le Rav Kook, dans son Orot HaTorah, une œuvre entière sur l'étude de la Torah et sur la Torah d'une manière générale, nous dit comme ça. Je vais vous le dire à l'oral. ובוודאי אינו דומה האור סליחה. והנה כל הלומד תורה ומוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. Lorsqu'une personne étudie la Torah, le Rav Kook nous explique qu'il va faire en sorte, il y a un processus qui existe au fond même de la personne,
D'accord? Il existe dans le fond, ça nous rappelle cette résine et tout ce qui se passe dans l'arbre, on ne sait pas encore, etc. D'où le sens caché de tout Bishvat. Il n'y a rien vraiment d'écrit sur tout Bishvat, parce que tout est encore enfoui. Qu'est-ce que la personne elle fait quand elle étudie la Torah? Ou motzi ma'koach el hafoal, il va faire ressortir dans la réalité, et metziut chochmata mitzad nafsho, les profondeurs de la Torah qui va ressortir à travers l'âme de la personne. C'est-à-dire, le Rav explique, ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת, ואם כן הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. Lorsqu'un juif étudie la Torah, nous dit le Rav, il va avoir, comme l'eau qui va passer à travers l'arbre, et si on fait attention, chaque arbre, il a ses fruits différents. Même le même arbre, il a différents fruits, comme une personne, elle a différents enfants, ils sont tous différents. La Torah qui va passer par tout juif, elle va donner naissance à une compréhension de la Torah, et la Torah va comme ça s'élargir. Alors bien entendu que la lumière qui va ressortir d'un très grand Talmid Racham, ce n'est pas la lumière de la Torah qui va sortir d'un simple juif, mais il n'y a pas un juif sur terre que quand il va étudier la Torah, on va dévoiler à Kadosh Baruch Hu, à décider, c'est comme ça qu'il a décidé, de se dévoiler, d'abord en nous donnant la Torah chez Birtav, mais après comment? En nous donnant la Torah chez Be'al Peh, quand ça va passer par l'étude de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, chez nous, il n'y a pas d'académie de Torah. Il n'y a pas des universités où on étudie la Torah. Chez nous, le Limud Torah, comme dit le Rambam dans Ilchot Talmud Torah, c'est une mitzvah qui commence dès que l'enfant y parle, ad matai, le Rambam va dire ad yom moto, jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas une autre mitzvah où on dit que la personne elle est obligée de la faire. La personne, malheureusement, elle n'a plus la possibilité, elle est âgée, elle peut plus. Ad yom moto. C'est pas parce que maintenant des milliers de personnes, des millions de personnes ont étudié Masechet Shabbat qu'on va arrêter Masechet. Ça n'a rien à voir. Chaque juif qui va étudier Masechet Shabbat, chaque juif qui va étudier un passage, de n'importe quel passage de la Torah, Akadosh Baruch Hu va dévoiler quelque chose de nouveau dans le monde, dans la réalité. C'est la Torah qui va passer par tout un chacun. Et là, c'est ce que disait Manitou, et là, je vais quand même demander pour terminer, pour respecter les horaires, c'est ce que disait Manitou. Dans ce nouveau livre, il y a un nouveau livre extraordinaire de M. Herrera sur les étincelles de Manitou, avec des nouvelles. J'ai reçu ce livre, mon papa, pendant Rabat, qui me l'a offert, et justement dernièrement, et j'ai trouvé ici une explication formidable. Vraiment, c'est un cours, c'est un enregistrement qui n'est pas daté, sur la notion de Torah écrite et Torah chez Baal Peh. Rabotai, la grandeur de Manitou Zichrono Livracha, qui dit la même chose que le Rav Kook, dans son style, bien entendu. Et là, on va terminer. Torah écrite et Torah orale. La Torah a deux natures. La Torah chez Baal Peh, la Torah en tant qu'elle est de la bouche, c'est intéressant, en tant qu'elle est orale, et la Torah chez Birtav, la Torah en tant qu'elle par écrit. D'ailleurs, Rabotai, si vous faites attention, quand on dit Torah chez Baal Peh, c'est la Torah qui passe par la bouche. Ça veut dire c'est une Torah qui est dictée, c'est une Torah qui est citée, c'est une Torah qui est lue. Ça veut dire que à partir du moment où la Torah elle va passer par la bouche d'un juif, c'est ce qu'on appelle Torah chez Baal Peh. La Torah est bien entendu la Torah chez Birtav. Quelle est la différence essentielle? C'est la même Torah. Tout ce qu'il y a dans la Torah orale et l'explication de ce qu'il y a dans la Torah écrite, il faut que la bouche parle pour que l'écrit dise quelque chose. La formulation de la Torah par écrit est une formulation absolue, définitive. C'est ce que disait le Tour, Torah Emet. Torah Emet à Kavana, c'est la Torah, ça c'est le pasouk qui ne bouge pas. On ne peut pas, Chas Shalom, effacer un yud du pasouk. Ça c'est la formulation par écrit. Et ça, d'accord, la formulation de la Torah par écrit est une formulation absolue, définitive, et plus important encore, commune à tous. Le pasouk, c'est le pasouk pour tout le monde. La formulation de la Torah orale est, si j'ose dire, divisée. Elle est à la limite ma Torah, la Torah de chacun. Alors que la Torah écrite est commune à tous. C'est ce qu'on vient de dire dans Masechet Avodah Zarah, ou Torato yehege yomam valayla, c'est ce qu'on a dit dans les Tehillim, que c'est la Torah nikret al shmo. C'est surtout là qu'il faut voir le sens de la Torah révélée. C'est ce que veut dire ici le Rav, comme on l'a vu dans le Rav Kook, c'est cette lumière qui se dévoile. C'est une révélation totale, constante de la Torah. Akadosh Baruch Hu continue à se dévoiler dans tous les bâtés midrashot, dans tout endroit où un juif va étudier la Torah. C'est une révélation qui ne cesse qui ne cesse depuis le Har Sinaï, une révélation constante. Kadosh Baruch Hu se révèle à chaque instant au moment où on étudie la Torah.
Cela veut dire absolu dans le sens de commun à tous. Ce verset tel qu'il est écrit est valable dans sa forme pour tous. Ça, c'est le verset. Alors que l'enseignement oral sera toujours nommé du nom de celui qui l'aura dévoilé. C'est la caractéristique du Talmud dont tous les enseignants, dont tous les enseignements commencent par Rabbi Untel a dit, au nom de Rabbi Untel, comme on l'a vu tout à l'heure, Rava, Amar Rabbi Chama, Mechoulem. D'être déjà la chaîne de la tradition qui énonce ce qui est finalement dit au nom de Moïse, mais à l'intérieur d'une formulation spécifique qui met en évidence le fait que chacun est différent de chacun et qu'il y a par conséquent une Torah propre à chaque âme d'Israël. C'est un chidouche extraordinaire. C'est ce qu'on a vu dans le Rota Torah. Et qu'il y a par conséquent une Torah propre à chaque âme d'Israël, à condition, faire attention à Rabotai, parce qu'avec ça c'est très dangereux, alors on peut dire, alors vas-y, on va donner maintenant dror et liberté à chacun, chacun il va expliquer la Torah à sa sauce. C'est-à-dire, Manitou Zatzal nous dit, faire attention, à condition qu'il s'agisse de la Torah de la tradition, et pas d'une lecture hypothétique de quelqu'un sur ce livre. D'accord? Ça, heureusement qu'il faut le dire, ou sinon c'est grave, on arrive à la réforme. Mais la manière spécifique à chacun de formuler ce qu'il reçoit de la Torah de tous. C'est intéressant parce que c'est la notion de Torah du klal et après la Torah du prat. Mais la Torah du prat qui provient du klal. C'est pas une Torah du klal qui provient du prat. C'est une Torah du prat, Betorator, mais qui provient de la Torah Tachem. Et le verset est formulé de manière à être témoin pour tous d'une vérité unique. Ça, c'est Torah Emet. C'est pour ça qu'on dit Torah Emet. À la limite, la Torah est mise par écrit parce qu'Israël est une société. Et c'est pour ça qu'on dit Sher Bachar Banu Mikol Ha'amim. C'est d'abord on a été choisi. La Torah, elle appartient au clan d'Israël et il y a une klaliout de la Torah, ça c'est la Torah chez Birtav. Mais quand on arrive après à chacun, c'est Torah chez Be'alpé. Et c'est exactement ce qu'on voit au mois de Shvat, avec la fête de Tou Bishvat, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous donne à Moshe Rabbeinu une deuxième, c'est le début de la Torah chez Be'alpé. Et quand on rentre en Eretz Israël, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement la notion de Tou Bishvat, où on fait tout ce Shevar d'Eretz Israël pour comprendre qu'il y a ces deux dimensions. Chag Sameach, Toda Rabba. S'il y a des questions, c'est Simcha Rabba. On peut ouvrir le micro, hein? Vous avez des questions à poser? Magnifique. Oui, 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 tout à fait. C'est l'enthousiasme du Rav Zini, la même chose, je me rappelle. On est tous bouche bée là. Ah non, non, moi j'ai rien dit. On a lu ensemble des textes. J'avais une petite question. On a étudié la semaine dernière. Shalom, shalom. Merci, merci, monsieur Cohen. Je voulais remettre tout à l'heure, mais j'en profite. Merci à vous, merci à vous. C'est le Chibour, c'était grâce à vous. Abraham, Ken. Merci, merci. Oui, j'avais une question sur on dit que la Torah chez BLP était préexistante à la création du monde. Exact. Alors, comment concilier cette notion avec ce que vous avez expliqué ce soir? La Gemara, elle dit, il y a une fameuse histoire, une Agada, que lorsque Moshe Rabbeinu, il était assis dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, alors il était assis à la fin et il expliquait des choses que, a priori, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, ben, j'ai pas appris tout ça. Et quand il a entendu que c'était Alachal et Moshe Misinaï, on dit Nachadato, Alachal et Moshe Misinaï. Et là, les Chachamim vont dire la phrase suivante. Les Chachamim dans le Talmud vont dire Afilu Mashe Atid Talmid Vatik Lechadesh, Akadosh Baruch Hu Natan et Zele Moshe Rabbeinu Besinaï. Même ce que un Talmid Chacham, il est assis dans un Beth Midrash. Un Chacham, un posek, un décisionnaire, il va écrire un psak. C'est quelque chose qui a été déjà donné au Har Sinaï par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. La Torah, c'est comme, à part si on reprend le même machal, la même allégorie que ce qui se passe au moment de Tou Bishvat, la Torah, elle existait déjà, le Ham Israël existait déjà, comme dit dans les Chachamim, dans Pirkei Avot, dans les Midrashim, que la Torah, elle existait déjà, mais elle a commencé petit à petit à apparaître sur la scène de l'histoire, si c'est le peuple juif, si c'est la Torah, et la Torah écrite, après la Torah orale, elle apparaît en dernier. Ça veut dire que ça commence. Le monde, il débute, et c'est ce que disait toujours. Manitou Zatzal écrit ça dans plusieurs endroits où il dit comment il y a un but dans la création, d'où cette notion de kedusha, de sainteté et de moralité, comme quand vous allez d'abord construire quelque chose, vous allez d'abord le prévoir et vous allez d'abord le planifier, le réfléchir,
C'est ce qu'on dit Allah b'machashava, Am Israël alou b'machashava, à Torah, Aïta b'machashava. Tout existait déjà, mais comme un architecte, d'accord, quelqu'un qui va construire une maison, tout est sur les plans. D'où d'ailleurs le Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma, qui regardait la Torah et qui construisait et qui construisait et qui créait le monde. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de plans. Ça veut dire que la Torah, elle a déjà été réfléchie. Il y a une Torah, il y a un peuple juif, il y a un but. Maintenant, on sort. Et dans l'histoire, c'est l'inverse. Tout apparaît en dernier. D'ailleurs, le Maharal de Prague va dire que le peuple juif, c'est le dernier peuple, ou si vous voulez, la plus grande civilisation, la dernière civilisation qui apparaît après tous les peuples. Les plus grands peuples, ils existent déjà. Ils sont cités dans le livre de Bereshit. Et Mitzrayim, Bavel, toutes les grandes civilisations existent. Les derniers qui arrivent, c'est le Ham Israël qui apparaît sur la scène de l'histoire. La Torah chez Birtav, la même chose au moment de la sortie d'Égypte. Et la Torah chez BLP, elle continue Ad Sof Adorot. Ad Sof, jusqu'à la fin des générations, la Torah chez BLP ne s'arrête pas. Rien que pour l'anecdote, et ça explique la raison pour laquelle c'était le but. Il a été réfléchi au début, il y a eu une réflexion, mais après, Zeyotzel Afoal, comme dit le Rav Kook, ça ressort dans la réalité, avec chacun d'entre nous qui va se trouver ici en Eretz Israël, qui va vivre ici en Eretz Israël et qui va étudier la Torah. D'ailleurs, rien que pour l'anecdote, une fois il y a longtemps, j'achetais des livres dans un magasin à Bnei Brak, et des livres de Torah. Et alors, le vendeur, il me dit, tu sais, moi avant, il travaillait chez quelqu'un, il me dit, avant, j'avais un très grand magasin, mais j'ai fait faillite. Il me dit, ne vends pas des livres de Torah. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Il me dit, non, c'est pas comme. Il dit, je te déconseille. Il dit, de toute façon, je n'avais pas prévu de devenir un vendeur de livres de Torah. Mais pourquoi? Il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais quoi être vendeur de livres de Torah? Alors, il me dit, tu sais, il y a combien de livres? Tu sais qu'il y a combien de nouveaux livres par an dans le monde de la Torah, hein, pas dans d'autres. Il m'a dit, il y a tous les jours au moins entre un et deux livres qui sortent. Il m'a dit, si tu veux être toujours à jour et avoir, il m'a dit, imagine-toi, tu as un magasin de je sais pas quoi, tu es dans un canyon, tu es dans un magasin d'habits, tous les jours, il y a un nouvel habit, il y a un nouveau truc. C'est impossible. Il m'a dit, si tu veux avoir tous les livres, il me dit, des fois, j'achetais des livres, les livres, les livres, les livres, et les gens, ils n'achetaient pas ou ils n'achetaient pas assez. Bref, il n'y a pas un phénomène, il n'y a pas un second phénomène dans le monde, il n'y a pas un domaine dans le monde, même le domaine le plus étudié en science, en philosophie, en ce que vous voulez, en littérature, où il y a un livre par jour qui est écrit, qui sort régulièrement, un livre par jour. C'est la Torah chez Balpé. Et il y a toujours un chidouche, il y a toujours quelque chose. Et ça, ce qu'il y a de beau aussi, c'est de voir, c'est que c'est la réalité aussi qui fait que, ça aussi, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait. Il y a un four à micro-ondes, d'accord, depuis 40 ans, 50 ans, des poskim réfléchissent. Comment le four à micro-ondes, on va l'utiliser Shabbat, on peut l'utiliser Shabbat. Tous ces problèmes de Torah, de halakha et de la technologie, de la refoua, de tout ce qui touche au monde médical, à la morale. Et on fait une guerre aujourd'hui, c'est quoi une morale de... Tout ça, c'est quoi? C'est une réalité qui engendre une nouvelle, des nouveaux enseignements. Et ça, c'est particulièrement ici en Eretz Israël. Tous les grands chidushim, c'était ici en Eretz Israël. Alors bien sûr, quand on était en exil, il y avait des grands Talmid Chachamim, il y avait une très grande Torah, mais les plus grands chidushim, c'est ici. D'ailleurs, si on fait attention, et s'il n'y a pas d'autres questions, on va finir avec ça, mais on peut donner une toute petite illustration de ce que je viens de dire par rapport au livre. Dans le monde de la Torah, on a des géants, la période des Rishonim, comme vous savez, la période des Rishonim, des Haronim, des Géonim. Si on fait attention, regardez depuis on peut dire ces dernières générations, que nous sommes revenus en Eretz Israël, ces 100 dernières années, on a retrouvé aussi bien dans la Gniza kaïrite, dans la Gniza du Kir, des écrits, des Sheilot Utshuvot, de Géonim. Quand je parle des Géonim, c'est les Chachamim de la période de Bavel qui sont post-talmudiques. D'accord? 500 ans à partir de la rédaction du Talmud, vers l'an 500, environ 486 de notre ère, de l'ère chrétienne, et d'accord, 500 ans jusqu'en l'an 1000 environ. D'accord? Jusqu'à Rabbeinu Hanané. On n'avait pas des Sheilot Utshuvot, on n'avait pas de livres. Ces 100 dernières années, on retrouve des écrits, on retrouve des manuscrits, on retrouve des manuscrits de Rishonim qui étaient enfouis dans des bibliothèques en France, à Oxford, en Angleterre, un très grand chacham qu'on connaît tous, Rabbeinu Ameiri, un grand chacham qui était à Perpignan, dans le sud de la France, un chacham géant en Bretagne. Il a écrit des livres et des livres, une vingtaine de livres sur le Talmud.
On ne peut pas étudier aujourd'hui une Sougia dans la Gemara sans étudier Rabbeinu Meiri. On a ces livres depuis 80 ans, 90 ans. Pourquoi, Rabotai? On revient en Eretz Israël, tous ces écrits, tous ces manuscrits, on les retrouve, on les ressort, ils le font. Vous trouvez des livres que même des très grands décisionnaires n'avaient pas. N'avaient pas. Et aujourd'hui, on arrive en Eretz Israël, je dis ça aux élèves à la yeshiva, on ne se rend pas compte du cadeau du ciel qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours. On a des livres que nos ancêtres, ils auraient peut-être rêvé, mais ce n'est pas seulement qu'on a les livres matériellement, on retrouve des écrits, on retrouve de la Torah, c'est pas seulement, même ce qu'on avait perdu, on le retrouve en Eretz Israël. Et bien entendu, il y a aussi le, la- le renouveau et les nouveautés dans la halakha, dans la pensée juive, dans tout. זהו. תודה רבה. בשמחה רבה. הרבה ביי. הצלחה, יישר כוח לכולם, מרסי משפחת בליה, מרסי משפחת כהן, תודה רבה יוהן, בעזרת השם ברכה והצלחה לכולם, כל טוב, Merci beaucoup. שמחה רבה, À bientôt. au revoir.